Et maintenant que nous avons une meilleure idée du rôle des haies et des bocages, il est temps qu'on porte un autre regard sur le paysage et sur la place de nos systèmes agricoles dans tout ça. Et donc c'est ce dont nous allons parler avec cette table ronde ce matin, pour laquelle je vais inviter à nous rejoindre donc Marceau Bourdarias, Lucie Desgers et Mathieu Bessières. Françoise Burel reste avec nous. Et comme je vous le disais, nous allons co-animer avec Marie-Pierre Lacoste-Duchesne, voilà, qui aura un regard aussi un peu plus expert et pourra relayer nos questions. Il va s'agir maintenant de rentrer dans le dur à présent de la circulation des flux d'air, d'eau et de matière à l'échelle d'une parcelle et à l'échelle du paysage, et de voir comment on peut penser plus largement le regard qu'on a sur sa culture. Donc en substance, on va s'interroger à la manière dont on peut réfléchir de manière plus large et voir comment les pratiques agroécologiques vont avoir un impact sur les flux et comment les flux vont avoir un impact sur les pratiques agricoles. Donc merci à vous d'être à nos côtés ce matin. Et donc pour commencer, voilà, vous pouvez prendre un micro. Je vais vous poser une première question. Je vais vous demander voilà, de vous présenter, de nous dire voilà, d'où vous nous parlez et surtout quel est le conseil indispensable que vous nous donneriez, voilà, ou que vous donneriez à une personne désireuse de se lancer dans des pratiques agroécologiques. Je laisse la parole à qui veut la prendre en première, peut-être Lucie. Bonjour à toutes et à tous, Lucie Desgers, je suis ingénieure paysagiste et je travaille actuellement pour 2 collectivités territoriales dans l'Oise en tant qu'animatrice agricole. Et en parallèle, je travaille également sur la ferme familiale avec mon père, donc dans l'Oise également, 80 hectares en polyculture céréalière en agriculture biologique. Donc mon conseil, ça serait de vraiment prendre en compte les réalités de terrain et notamment la réalité économique, parce que surtout en agroécologie, moi la première quand j'étais étudiante, j'avais de super projets pour la ferme et en fait il faut bien prendre en compte les réalités économiques du fait qu'en agroécologie, on ne produit pas tout de suite un bénéfice pour l'exploitation agricole. Ça va être un bénéfice sur le long terme au niveau agronomique et environnemental, mais il faut bien penser que ça ne va pas générer un revenu dans l'immédiat. Voilà. Merci. Donc Mathieu Bessières, moi je suis spécialisé dans la gestion des prairies. J'accompagne pour l'essentiel de mon travail des éleveurs à organiser leur pâturage. Je suis spécialiste en pâturage tournant dynamique dans à peu près toute la France. Et du coup, je commence à intervenir un petit peu pour aider les viticulteurs à gérer leur enherbement. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment de conseils pour vous donner envie de faire de l'agroécologie parce que je pense qu'en fait, c'est pas une option. Je pense que l'agroécologie, c'est soit vous y serez, soit probablement à court ou moyen terme, vous serez plus agriculteur. C'est peut-être un peu dur, mais c'est ma vision aujourd'hui de la situation. Peut-être que j'expliquerai un petit peu plus pourquoi tout à l'heure. Ou maintenant, on peut commencer à développer un petit peu, il n'y a pas de souci. Bon, bah alors maintenant, c'est parce qu'en fait, j'habite dans un espace spatio-temporel différent du vôtre. J'habite dans votre futur. En fait, j'ai un décalage de 10-15 ans par rapport à vous. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes presque des arriérés pour moi. J'habite à Perpignan. À Perpignan, là, on vient de se prendre 2 ans et demi de sécheresse qu'on n'avait jamais enregistré dans le département et probablement dans la métropole. On est à 200 mm d'eau par an depuis 2 ans et demi, donc ça fait qu'en 2 ans et demi, on a eu 500 mm d'eau. Alors, je pense pas que, enfin, je suis pas certain que dans 10 ou 15 ans, vous en soyez là, on ait cette même sécheresse ici, mais je pense que la probabilité que vous viviez des moments comme ça, elle est forte. Et du coup, ça me permet... Enfin, je ne suis pas le seul, hein, mais ça nous permet de voir un peu ce qui se passe et de pouvoir même tester les pratiques qu'on vous conseille et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, très clairement, je pense que
l'agriculture conventionnelle un peu caricaturale où on a des sols nus, etc. Dans ces conditions de sécheresse, là, cette agriculture-là n'est même pas invitée, en fait. Ça ne résiste absolument pas. Et même, si vous voulez, à l'intérieur de l'agroécologie, on nous parle, peut-être, désolé Marceau, je vais peut-être t'attaquer un peu, mais la taille douce, ça ne sert à rien, en fait. Clairement. Vous pouvez faire c'est un peu mieux, mais ça meurt. Les couverts végétaux, ça ne sert à rien non plus. Le non-travail du sol, l'agroforesterie, on nous fait planter des arbres, c'est vachement bien, mais c'est nul, en fait. Enfin, il va falloir le dire à un moment, ça ne marche pas. Tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul truc qui marche. Il va falloir me payer pour que je le dise. Non. Il n'y a qu'un seul truc qui marche, en fait. Et on a quelques agriculteurs qui l'ont fait. C'est qu'il faut mettre tout en même temps. C'est-à-dire que si vous ne faites pas tout, si vous êtes approximatif, ça ne marche pas. Et les seuls agriculteurs qu'on a, en fait, on ne leur a pas dit que c'était impossible. Alors du coup, ils l'ont fait. Ils ont rechargé les sols en carbone. Ils ont mis du broyat végétaux. Ils ont mis des couverts végétaux. Ils ont planté des arbres. Ils ont fait la taille douce. Effectivement, c'est important. Eux, pour l'instant, ça tient. Je ne dis pas que c'est Byzance, hein, mais ça tient. Et donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, l'agroécologie, c'est même pas une option. C'est obligatoire. C'est pas un menu à la carte où je prends les couverts végétaux un petit peu, puis 3 arbres par-ci par-là. J'ai planté 300 mètres de haies. Chaque fois qu'on m'a dit j'ai planté 300 mètres de haies avec ce petit sentiment de fierté, si on m'avait donné 1 euro à chaque fois, je serais riche aujourd'hui. Mais en fait, je pense que planter 300 mètres de haies, ça ne sert à rien. Voilà. Peut-être un peu dur, je commence un peu fort, mais voilà, voilà mon opinion. Donc Marceau, je vais laisser vous présenter peut-être et répondre à ma question, hein, qui était aussi de savoir quelle posture adopter pour être sûr de bien capter le concept et bien entendre voilà, comment on peut changer de paradigme. Oui, alors Marceau Bourdarias, moi je suis formateur, conférencier, chercheur. En ce qui concerne les plantes pérennes, moi je vous regarde depuis le haut d'un arbre ou depuis l'écorce qui se détache d'une vigne. Et je fais partie aussi d'une corporation qui s'appelle Architectes du Vivant, sur lequel on s'est rassemblés entre justement chercheurs, conférenciers et auteurs pour essayer de comprendre un petit peu mieux la plante, c'est-à-dire de faire comme un rassemblement de gens qui se préoccupent du même sujet pour essayer d'avancer. J'entends ce que dit Mathieu aussi. Et en fait, je suis hyper gêné parce que je suis aussi un peu comme Mathieu, éco-fatigué, mais en même temps éco-anxieux. Et je cherche des solutions. Et donc, depuis quelque temps, en fait, il y a quelques solutions qui commencent à me venir, notamment après avoir lu, tu l'as cité tout à l'heure, Baptiste Morisot, m'intéresser à ce que propose Philippe Descola, et puis une personne qui travaille à l'INRA, qui s'appelle Olivier Amand, qui nous parle d'une autre manière d'appréhender les systèmes, qu'ils soient agricoles ou environnementaux, ou sociaux, ou économiques. Et qui nous parle de transformer notre pensée de toujours tout optimiser en robustesse. Et moi, en tant que professionnel technicien, en fait, on m'appelle pour vos vignobles, pour vos vergers, pour optimiser les systèmes et pour toujours essayer de faire un peu mieux avec les outils de l'agroécologie. Et l'optimisation, en fait, c'est aussi une manière d'isoler les choses et de faire en sorte que de faire progresser des choses toutes petites et de pousser au bout quelque chose pour que ça passe. Mais en fait, effectivement, je travaille aussi dans les Pyrénées-Orientales avec des viticulteurs et j'ai aussi pris dans la face des gens qui vivent la fin du monde. Alors, effectivement, je m'aperçois aussi de ça, que effectivement, la taille douce, ça suffit pas, mais que la taille douce, c'est une entrée. Et que dans ma manière de présenter le système, je me suis aperçu que la robustesse était quelque chose qui m'habitait profondément, parce que j'arrête pas de parler de réserve. Et que quand j'ai entendu Olivier Amand parler de ces systèmes de robustesse, j'ai entendu effectivement à la fois parler de cette histoire de stock, de flux, de circulation. Et je me suis mis à trouver ça beau.
Je me suis mis à trouver ça beau, et si j'ai quelque chose à dire, c'est que l'agroécologie, c'est aussi une manière de refaire partie du vivant, parmi le vivant, et de plus se retrouver comme un animal qui vient jouer avec le vivant qui est autour de lui. Et ça change complètement la posture. Et donc si j'ai quelque chose à conseiller, c'est la lecture des livres de Baptiste Morisot, mais aussi de bien sûr Olivier Hamon. Vraiment, sincèrement, regardez les conférences et lisez La troisième voie du vivant de Olivier Hamon. Oui, il y a le petit tract aussi paru chez Gallimard, voilà, et Morisot avec Suzanne Husky sur les castors. Et la manière de réhydrater la terre, il est aussi assez fabuleux. Françoise, sur ma question de savoir comment s'adresser à des personnes qui ne sauraient comment s'y prendre avec l'agroécologie, quels conseils vous donnez, vous ? Oui, ben je pense que, comme on l'a essayé de le montrer dans notre exposé, c'est que c'est important de penser l'agroécologie à la parcelle, mais que c'est surtout aussi, que c'est nécessaire de la penser au niveau du paysage. Et on a fait un programme de recherche il y a quelques années qui montrait que non seulement les haies, mais la taille des parcelles était quelque chose de très important pour la biodiversité, que c'était important de découper les grandes parcelles pour avoir des plus petites parcelles de culture. Et donc l'agroécologie peut se raisonner aussi au niveau du paysage. Alors du coup, je reste avec vous, Françoise, pour savoir, du coup ça sera ma deuxième question, mais avec ce nouveau regard que vous nous proposez d'avoir, à quoi faut-il faire attention justement à l'échelle de la parcelle ? Quand on est sur cette parcelle, comment est-ce qu'on développe un nouveau regard et comment on appréhende les choses autrement ? Par quoi on commence ? Au niveau de la parcelle, je pense que j'ai des voisins qui sauront mieux expliquer que moi quelles sont les pratiques à la fois de travail du sol, de semis, de gestion des adventices. Mais ce qui est important aussi, c'est de gérer les abords de la parcelle. C'est-à-dire que il y a toujours des échanges importants entre le bord de la parcelle. Oh, pardon. Entre le bord de la parcelle et l'intérieur de la parcelle, il y a sans arrêt des allers-retours et que c'est important que l'agriculteur prenne en compte ces marges, en fait, qui sont importantes dans les paysages et qui sont importantes pour le fonctionnement des écosystèmes. Donc les lisières, les marges, c'est vraiment des endroits très importants. On a pu montrer dans la région de Toulouse, par exemple, que les lisières de haies étaient très importantes pour le développement des cirfes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui ont un rôle dans la gestion des pucerons dans les parcelles. Oui, juste pour avoir quelques compléments, parce qu'on voit la difficulté en fait quand on commence à réinstaller, à réarborer, à mettre des haies, des corridors, sur la diversité climatique aussi qu'on peut avoir. Mathieu nous parlait des stress hydriques très prononcés. On passe d'une année où on a un stress hydrique important à des années très humides. On parlait des problématiques de gel. C'est très complexe en fait. Est-ce que à proximité des haies, on voit que les gelées blanches, les températures, ça remontait un peu moins vite, mais on a aussi un effet de protection. Comment on jongle avec ça et comment on arrive à recréer un paysage robuste ? Voilà, alors c'est vrai que la haie, on a souvent reproché à la haie d'avoir un effet de diminution des rendements à proximité de la haie, et ça c'est très visible en fait dans un champ. Quand on va regarder le maïs à côté de la haie, il va être nettement moins développé que dans le centre du champ. Et par contre, ce que les études ont montré, c'est qu'au centre de la parcelle, le rendement était supérieur à une parcelle en milieu ouvert. Mais ça se voit pas. Donc en fait, il y a vraiment un besoin de connaissances aussi pour montrer l'importance des haies que c'est pas un effet délétère toujours les haies sur la culture, mais que ça a un effet, donc on l'a montré sur la biodiversité, mais aussi sur les rendements. Et un autre écueil qu'on voit par rapport aux haies, c'est l'entretien des haies et l'entretien des haies qui demande du temps.
et qui est maintenant de plus en plus géré mécaniquement quand même, et donc qui aide beaucoup l'agriculteur. Et puis, il y avait aussi le temps de travail dans la parcelle, les allers-retours, quand on a 2 parcelles qui sont beaucoup plus importants pour les tracteurs que quand on a une grande parcelle. Et là aussi, il y a eu des travaux menés dans la Manche qui ont montré qu'à partir de parcelles de 4 hectares, on n'avait plus d'effet de temps retard à cause du bocage. Pour rebondir un peu sur ce sujet, c'est ce que disait Lucie aussi au départ sur la partie économique, j'ai l'impression qu'actuellement on cherche à comparer un peu les modèles et à comparer l'agroécologie aux modèles que l'on connaissait, mais finalement on n'a pas les mêmes indicateurs, on n'a pas la même temporalité. Est-ce qu'un de vous veut réagir sur ce sujet? Comment on fait en fait pour se projeter? Moi, je voulais rebondir un peu sur les 300 mètres de haies, parce que du coup, j'avoue que sur les paysages de plateau où on a des parcelles entre 14 ou 30 hectares, donc pas sur la ferme parce qu'on est en bio et on découpe les parcelles en plusieurs petites bandes, et on a des haies un peu en bordure ou même des plantations d'arbres à l'intérieur de la parcelle. Mais quand on a un agriculteur qui nous dit qu'il a planté 300 mètres de haies sur ce genre de paysage, je trouve que ça compte. Parce que dès qu'on voit un arbre, on se dit « Waouh, il y a quelqu'un qui a fait un effort ». Donc ça encourage aussi les voisins. Sinon, pour l'agroécologie au niveau de la parcelle, avec ma casquette d'agricultrice, nous on fait pas mal tout ce qui va être culture associée, donc amener plusieurs plantes dans la parcelle, découper les parcelles et aussi limiter le travail du sol. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ces histoires d'indicateurs et de modèles finalement et de temporalité? Marceau? Je crois que ça a plus ou moins déjà été abordé, mais on a une grande difficulté à juger les systèmes agroécologiques avec les outils de l'agriculture productiviste. Ça, c'est très complexe parce que ça nous demande justement à pousser la performance, c'est-à-dire à aller au bout d'une performance. Et sans béquille, c'est-à-dire en utilisant les flux qu'il y a naturellement. Puisque c'est un peu ça, l'agroécologie, c'est travailler avec ce qu'il y a déjà, au lieu de réfléchir intrant et correction. Donc ça veut dire que les territoires déjà ne sont pas équipés de la même manière. On ne peut pas produire la même chose à tous les endroits, alors qu'on a libéralisé le marché et donc ouvert à une concurrence des marchés. Ça nous a amené à faire quoi? Spécialiser les territoires. Depuis les années 60-70, et en spécialisant les territoires, on a appauvri les systèmes, et cet appauvrissement des systèmes c'est construit, il n'y a guère que les endroits où on fait de l'élevage, où on a gardé le bocage. Alors qu'en fait, il n'est pas utile que pour l'élevage, le bocage. Donc c'est complexe. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait regarder quand on pense agroécologie? C'est ça la question alors. C'est quoi qui juge l'agroécologie, la performance de l'agroécologie? La base, peut-être pour l'instant, et pour le moment, dans ce monde mondialisé au niveau de l'alimentation, c'est d'arriver à faire en sorte que les paysans vivent de leur travail. Et le fait qu'on est mondialisé, ça les rend de plus en plus fragiles. Alors, il y a une espèce de paradoxe fou qui fait qu'on demande aux paysans d'avancer et de faire le travail, mais en fait, on ne leur donne pas les moyens de le faire. Donc là, si le paysan doit faire le travail, ça veut dire qu'il faut à un moment donné que la société civile vienne compenser, soit en payant plus cher, au juste prix, la production des paysans pour qu'ils aient l'énergie pour faire le travail pour tout le monde, soit en donnant de l'argent aux paysans directement pour qu'ils puissent faire ce travail. Il n'y a pas d'autre porte de sortie puisque c'est eux qui vont faire ce travail. Juger l'agroécologie avec la performance, c'est pas la juger avec la performance uniquement sur le résultat de la quantité, c'est aussi la qualité alimentaire. Vous voyez, on parle de santé globale. Ce que l'on mange nous construit et construit notre santé, donc ça c'est important. Mais aussi ce que l'on donne à manger à l'environnement, à l'écosystème. C'est les flux de carbone dans le système global. Sans vouloir être trop long, pour terminer, ça veut dire qu'on doit prendre en considération les bénéfices d'un système de partage de façon globale et de partage avec le vivant qu'il y a aussi autour de nous. C'est-à-dire que quand on réfléchit l'agroécologie, on réfléchit bien sûr ce que l'on produit, et c'est pas pour autant qu'on doit mal produire, puisqu'on a des systèmes et des solutions. Quand on prend appui sur le vivant, c'est gratuit la photosynthèse, c'est gratuit la lumière, on peut produire, mais ça nous demande de produire pour nous, mais produire aussi pour tout ce qui fait que nous, on peut produire.
Et donc, du coup, on refait partie de la chaîne, on refait partie du cycle, on réexiste dans le cycle. Et là, c'est pas punitif parce que du coup, ça réenchante notre posture par rapport au vivant. Mais en fait, vous voyez, si j'isole la rentabilité économique dans le système, bah forcément, c'est ça qui a empêché l'agroécologie de continuer à se développer ou qui a fait que l'agriculture productiviste elle n'est peut-être pas seule responsable, mais a détruit les écosystèmes. Donc en fait, il y a une antinomie et je voudrais qu'on arrête de juger l'agroécologie avec les outils de l'agriculture productiviste. C'est pas possible. Merci. Je voulais juste, du coup, que Mathieu nous partage un peu son expérience, parce qu'il a quand même réussi à faire progresser les systèmes par sa gestion des pâturages, et c'est un bel exemple quand même d'optimisation. Est-ce que c'est peut-être pas un gros mot de parler d'optimisation, mais en tout cas de système qui marche. J'ai réussi à apprendre aux éleveurs à faire manger de l'herbe à des herbivores. C'était un exploit de très haut niveau. Non, c'est difficile de passer derrière Marceau. Bien sûr que ce qu'il dit, c'est extrêmement important. Si on se juge sur le business plan de l'agroécologie, c'est mort. En fait. Donc il va falloir trouver d'autres ressources et si on se tient au niveau de la parcelle, peut-être qu'on les a finalement les ressources. Alors pour moi, il y a le travail à faire pour l'aval, c'est-à-dire que quelqu'un qui produirait en agroécologie, c'est pas tellement normal qu'il n'ait pas une distinction, qu'on puisse pas identifier ça. Je ne sais pas si c'est pas un peu utopique de toute façon, parce qu'il y a déjà 25 000 labels et probablement que les gens ici perdent un petit peu. Mais après, peut-être qu'on peut aussi raisonner l'agroécologie au sens pur du terme. Si on veut aller un petit peu au bout, il va falloir aussi changer notre façon de voir l'agriculture. Pour sortir de la vigne et rester dans mon monde qui est l'élevage, je ne pense pas qu'on puisse être monoculteur de vaches pendant encore très longtemps. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui 80 vaches et sur 120 hectares, je pense que ce système-là, il est voué à être très fragilisé, en tout cas. Mais du coup, on s'aperçoit que si on replante des arbres, alors peut-être un peu plus que 300 mètres, et 350, essayons. Mais on rigole, mais le gars qui a même 50 hectares, s'il est dans une zone où le bocage a été assez fortement abandonné, s'il veut recréer un bocage sur sa ferme, lui tout seul, il n'y arrivera pas. C'est des milliers d'arbres à planter, c'est physiquement impossible. Il va falloir les planter, les protéger, même si on les laisse pousser, il faudra les protéger. Il va falloir les tailler ensuite pour les laisser à leur juste place. C'est déjà un métier de plus. Ça va nous créer quand même du bois énergie qui peut-être va nous aider. Donc c'est une production de plus déjà. Dans ces arbres qu'on va planter, peut-être qu'il peut y avoir 20-30% de fruitiers. Et bien on va rajouter un métier de plus. Et puis il y aura des abeilles et peut-être du miel. Et puis du coup on aura du fumier. Ça sera super pour faire pousser du blé éventuellement. Donc peut-être avoir un petit peu moins de vaches et puis avoir du blé. Vous avez compris où je veux en venir. Et puis il y a une parcelle un peu petite, on ne sait pas trop quoi en faire. On pourrait faire du maraîchage. Ben, peut-être que l'agroécologie, malgré tout, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais elle va probablement aller un petit peu vers ça. Et je ne sais pas si on pourra être monoculteur de vignes dans l'avenir. J'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que vous puissiez faire tous les métiers de l'agriculture qu'il sera possible de faire sur votre domaine. Peut-être qu'il faudra faire appel à de l'extérieur ou s'associer. Alors, c'est toujours très difficile d'avoir des associés dans l'agriculture, il y a trop de chefs, mais voilà, on peut trouver certainement qu'il va falloir faire évoluer un petit peu nos systèmes aussi et repenser le modèle que nous avons créé. La spécialisation nous amène dans un mur, parce que malgré tout, on peut quand même se dire qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont très contents de leurs revenus et manifestement on va vers des épisodes là où ils vont même nous le montrer sur les ronds-points parce que c'est très compliqué. Donc je ne suis pas sûr de toute façon que le modèle non agroécologique soit quelque chose qui nous intéresse de faire perdurer. Est-ce que tu peux juste, parce qu'effectivement on parlait de diversification, de la place maintenant des enherbements qu'on peut avoir dans la vigne, par le biais des couverts, par l'idée d'aller aussi sur un enherbement spontané. Et je pense que pour pas mal de gens dans la salle, ta connaissance de la strate herbacée et du fonctionnement de l'herbe éclairerait pas mal de gens sur les solutions et les itinéraires à prendre et les choix qu'on peut faire justement avec la météo que l'on connaît actuellement. Je vais peut-être un peu vous décevoir. Je pense que l'enherbement spontané, il a une place dans votre vignoble. En tout cas, il a une place dans le temps. Mais il n'est pas forcément toujours la bonne solution.
si on raisonne pâturage dans la vigne, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir des animaux dans la vigne, en fait, c'est d'avoir des déjections dans la vigne. Parce qu'effectivement, vous pouvez essayer de me trouver un meilleur engrais qu'une bouse de vache ou une crotte d'ovin. Quel est le meilleur engrais pour faire pousser de l'herbe que ces deux trucs-là? Moi, j'ai pas trouvé encore. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir des bouses ou des crottes dans la vigne. Et ça nous permet... En fait, l'animal, c'est un outil qu'on va utiliser pour digérer du végétal et mettre à disposition tout de suite, en quelques heures, on met ce végétal qui, s'il n'avait pas été brouté, il aurait mis du temps à se dégrader et à remettre à disposition des minéraux pour vos vignes. Là, ça va se faire très, très vite. Effectivement, dans une bouse de vache, vous avez énormément de minéraux, vous avez du potasse, vous avez de l'azote, du phosphore, etc. Et ça fertilise énormément. Le gros problème qu'a l'animal, c'est que par contre, une grosse partie du carbone, il va le prendre pour lui. Et donc, pour moi, le pâturage, en fait, il peut être utile à deux situations. La première, c'est que quand on arrive sur un sol qui est extrêmement dégradé de vigne, et on se dit on va laisser pousser des végétaux là-dessus, même on va semer des couverts végétaux là-dessus, si on a un sol qui a été fortement déstructuré, qui a perdu beaucoup de sa fertilité, de sa matière organique, il est possible qu'on soit assez rapidement déçu par le couvert végétal qu'on va faire pousser. Moi, je peux rencontrer des vignes parfois. J'aime bien cette anecdote. Ma fille, une fois, on se promenait, et elle m'a dit pourquoi les viticulteurs ils mettent des cailloux entre les rangs de vignes. Et je dis non, ils mettent pas de cailloux, c'est que la terre, elle est partie. Et elle me dit pourquoi ils font ça? Je dis je ne sais pas, il faut leur demander. Mais en tout cas, quand on en est là, et c'est pas une critique sur le passé, l'agriculture a nourri des gens, a payé des salaires, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on en est là parfois. Et mettre des couverts végétaux dans ces conditions-là, je pense que je ne sais même pas faire. Et pour moi, la seule option, là, ce serait d'y mettre des vaches. Alors du coup, on les nourrirait. Alors des vaches ou des brebis, hein. Je travaille plus souvent avec des vaches, c'est pour ça que je dis vaches. On leur donne du foin, on leur dit, voilà, votre déjection, mettez-les là. Et ça, c'est probablement la meilleure façon de redémarrer un sol. Et ça, je sais que ça marche, et puis c'est pas de moi, il y a des travaux dans le monde, si vous connaissez Alan Savory, il a beaucoup travaillé là-dessus. C'est des choses que j'ai un petit peu testées en Corse, notamment, où on avait des sols, c'était comme la plage, quoi. Il n'y avait plus un brin d'herbe qui poussait. On remet des animaux juste, mettez vos déjections là, et la végétation, elle repart. Donc je pense que pour redémarrer un sol qui est complètement KO, l'animal a un rôle qui est vraiment important. Ensuite, quand on est dans une progression et qu'on recherche à augmenter la matière organique, donc remettre du carbone dans le sol et remettre de la fertilité dans le sol, là je pense que l'animal il n'a plus sa place. Parce qu'en fait, l'animal, là, il nous enlève du carbone. Lui. Quand vous lui donnez 100 de carbone, il vous en remet que 30 dans sa déjection. Alors c'est variable, mais on va dire 30 en moyenne. Donc si on est dans une logique d'augmenter le carbone, là, on n'est plutôt pas trop bien. Mais par contre, une fois que vous aurez réussi à retrouver la fertilité, vous avez beaucoup de matière organique, vous avez des couverts végétaux qui deviennent très puissants, etc., ben là, on a de nouveau besoin de l'animal pour digérer rapidement cette énorme quantité de végétal qui mettrait des années à se dégrader dans le sol. Ben là, l'animal, il va nous le remettre à disposition et donc il va entretenir ce flux de fertilité. Donc je pense que ça serait ça la place de l'animal. Mais attention, la place de l'animal, je suis un peu long, je sais bien, mais la place de l'animal, c'est pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a une part qui lui est réservée. L'animal, il doit prendre sa part, il doit laisser la part du sol. Et il arrive assez fréquemment qu'on donne la part du sol à l'animal, c'est-à-dire qu'on rase trop, ou même la faucheuse, des fois, elle va trop bas. Et là, du coup, on élimine tous les avantages parce que dès qu'on rase une plante, elle ne fait plus de racines, elle ne sert plus à la fertilité du sol, elle devient prédatrice du sol. Et là, on fait des grosses erreurs. Donc il y a quand même des calages à faire pour que l'animal soit vraiment à sa bonne place et qu'il apporte tous les avantages qu'il doit nous apporter. Merci. Ensuite, je parlerai plus. On va juste rebasculer un peu sur Lucie, si tu peux repartager un peu sur la rentabilité économique, sur la façon dont ça a été organisé, sur le choix des cultures, sur voilà, effectivement les différents systèmes qui ont été mis en place. L'agroécologie sur la ferme? Oui. Un peu. Ok. Alors, moi je suis arrivée sur la ferme il n'y a pas si longtemps, à peu près 3-4 ans maintenant. Mon père a changé de pratique, il est passé de l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, à l'agriculture biologique. Ça a commencé en 2011 et on a fini, on a eu toutes les parcelles en agriculture biologique en 2019. Déjà, au niveau de l'assolement, on a un assolement qui est bien plus long maintenant et qui intègre différents types de céréales, le blé, le triticale, le seigle,
l'orge. On a aussi pas mal de lentilles, on fait des cultures associées. À chaque fois une céréale avec une légumineuse, et la tige de la céréale sert de tuteur à la légumineuse. Il y a énormément d'avantages agronomiques et écologiques à allier une céréale et une légumineuse. On a réduit la taille des parcelles, planté un peu de haies, donc ça va, on est à 350 mètres linéaires pour le moment. Alors dès qu'on nous donne plus d'argent, on peut en planter plus, mais c'est vrai que ça reste quand même un budget pour une petite ferme de 80 hectares. La moyenne au niveau de la surface dans l'Oise, c'est 120, et ça peut monter jusqu'à des fermes de 1000 hectares, donc nous on est vraiment tout petit. Ensuite, ouais, on a la luzerne aussi, on a un échange en fait paille, fumier et foin, enfin du coup foin, fumier au vin avec un collègue, donc on essaie de ramener de la matière organique sur nos sols. C'est pas facile parce qu'on n'est pas sur une région qui a beaucoup d'élevage, donc il faut retrouver cette complémentarité donc avec l'animal, réintégrer en fait l'animal dans les systèmes céréaliers. On a essayé aussi de planter un peu d'arbres fruitiers à l'intérieur des parcelles. Oui, voilà. Mais j'avoue que ça a été un petit peu stoppé parce qu'on est en agriculture biologique et en ce moment le marché est quand même assez compliqué. Économiquement, c'est assez difficile. On a pas mal de collègues dans la région qui retournent en agriculture traditionnelle faute de pouvoir se verser un revenu confortable. Et donc, oui. Donc j'avoue que là, on a mis un petit peu l'agroécologie en pause faute de moyens. Donc c'est ça aussi, je pense que tous les agriculteurs, en tout cas de mon territoire, seraient partants pour planter des haies et faire de l'agroécologie. Le frein, en fait, c'est souvent un frein économique quand il n'y a pas un frein au niveau psychologique, on va dire. Parce qu'ils ont conscience, enfin j'échange en tant qu'animatrice agricole avec un grand nombre de mes collègues qui sont en agriculture conventionnelle et beaucoup ne trouvent plus de sens à leur travail parce qu'ils voient bien que rajouter des produits chimiques pour désherber, on a des gros problèmes de résistance en fait des plantes sauvages, par exemple grosse problématique de raie gras qui est résistant aux désherbants et donc ils ne savent plus du tout gérer l'enherbement de leurs parcelles. Et donc ils voient bien qu'au bout d'un moment, ils tournent en rond et ils ne savent plus comment faire. Donc ils seraient OK pour partir sur l'agroécologie, mais ils ont tellement des systèmes qui sont axés sur le productivisme qui se demandent comment un peu prendre les choses en main pour passer à l'agroécologie. Et aussi, changer de système, c'est pas si compliqué, surtout quand la ferme est déjà à une rentabilité un peu moyenne. Il y a cette problématique-là. En tout cas, c'est une bonne transition avec la troisième question que je voulais vous poser justement. C'est que là, on s'est intéressé à ce que vous pouvez faire à votre échelle, à l'échelle d'une parcelle, d'une exploitation. Mais ça pose la question plus globalement de ce qu'on doit faire de manière plus large pour massifier ces pratiques. À quoi il faut faire attention à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un paysage et surtout à l'échelle d'une politique territoriale. Et ça, là-dessus, j'imagine que vous avez aussi plein de choses à dire. Quelles sont les priorités pour vous pour justement dire c'est faisable? Enfin moi c'est ce que j'ai toujours entendu quand j'en parlais avec Vincent Bretagnol, c'est on sait que ça marche, on a toutes les techniques à disposition. Lui-même a fait des tests qui montrent que les agricultrices arrivent aujourd'hui à s'en sortir mieux avec moins d'intrants, moins de pesticides et à gagner mieux leur vie, mais ils font ce que vous venez d'expliquer, machine arrière parce que voilà, il y a des blocages qui restent. Donc à cette échelle-là, comment est-ce qu'on doit repenser les choses? On peut rester avec vous, Lucie, ou continuer. Ok. Oui, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus de soutien et d'encouragement de la part des politiques publiques. Par exemple, pour les haies, il y avait le pacte haies qui encourageait, qui finançait une grande partie des plantations de haies. Et c'est vrai que sans soutien des politiques publiques ou même des personnes, des consommateurs, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui devraient faire un peu l'effort quand leur budget le permette d'aller se procurer des produits chez les agriculteurs ou plutôt de manger local et bio si possible, faire cet effort-là. Après, au niveau des politiques publiques et notamment des collectivités territoriales, de mon côté en tant qu'animatrice agricole, je travaille sur l'agriculture et j'encourage l'agroécologie à l'échelle du territoire.
mais c'est par le biais en fait de la qualité de l'eau que j'interviens. Mon poste est rattaché au service eau et assainissement, et en fait comme il y a des gros problèmes de nitrates, d'infiltration des nitrates et d'infiltration des pesticides dans l'eau potable, on a souvent de la part de l'ARS des analyses d'eau où les taux de nitrate dépassent la norme, et il y a souvent des distributions en fait, de bouteilles d'eau parce que notre eau n'est pas potable. Donc ça c'est un vrai sujet sur le territoire, donc il y a vraiment besoin de travailler à ce niveau-là. Et donc, en tant qu'animatrice agricole, avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, on fait des études pour diagnostiquer l'état de l'eau potable, et notamment au niveau des... Parce qu'en fait, un captage d'eau potable, on définit un périmètre où, sur ce périmètre, on part d'une manière théorique, on dit toute goutte d'eau qui tombe sur ce périmètre, donc l'aire d'alimentation de captage, cette goutte d'eau peut se retrouver au forage et être captée. Donc sur ce périmètre-là, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on met sur les terres agricoles, puisque principalement la région est agricole. Donc de là, une fois qu'on a diagnostiqué les problèmes on a fait la liste des molécules en fait, que l'on retrouve au captage et qui ne devraient pas se retrouver là, on fait une concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc il y a les agriculteurs qui sont invités, les services de l'État, l'ensemble des acteurs du territoire, et on met tout le monde autour de la table et on dit ok, donc notre eau est polluée, on évite de pointer du doigt les agriculteurs, mais on se dit ok, maintenant il va falloir trouver des solutions, parce que là c'est plus possible d'avoir une eau avec un taux de nitrate supérieur à la norme, et c'est plus possible de distribuer des bouteilles d'eau. Et on essaie de trouver des solutions tous ensemble, et ça aboutit à un plan d'action. Et donc on liste des actions qu'on peut mettre en place sur le territoire, et c'est financé en partie, ces actions, par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc par exemple, il peut y avoir, elle peut financer les reliquats azotés et un travail avec les agriculteurs pour diminuer en fait les doses d'intrants qu'on peut retrouver après par la suite. Ou avec la communauté de communes du Plateau Picard pour laquelle je travaille, on a sollicité depuis 2011 un technicien agricole indépendant, et on propose aux agriculteurs qui sont volontaires d'assister à des tours de plaine à peu près tous les 15 jours, ou à des visites techniques qui vont aller vers la diminution de doses d'intrants, et on essaye aussi d'axer un peu vers la plantation de haies, l'agroécologie, avec notamment on voudrait essayer de développer 2 chaudières biomasse sur les territoires. Donc là on aimerait à long terme que ces chaudières soient alimentées par ce qui est produit sur le territoire, que ça pourrait être du miscanthus, des plaquettes. Pour l'instant c'est assez ouvert, on commence l'étude. Et on travaille aussi avec Unilassal, donc c'est un institut polytechnique qui forme des futurs agronomes, pour travailler, en fait, faire un peu de recherche appliquée à l'agriculture, pour voir un peu à l'échelle de la parcelle et aussi à l'échelle du territoire, quels sont les pourcentages de nitrates qui peuvent filtrer selon les parcelles, selon les assolements. Donc on essaye vraiment de travailler avec les agriculteurs là-dessus. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps, et les agriculteurs veulent souvent des solutions assez rapides. Et c'est vrai que quand on travaille avec les politiques publiques, ça peut mettre un petit peu de temps, les choses peuvent mettre un peu de temps à se mettre en place, et c'est vrai que c'est sur le long terme. Donc il faut trouver un peu un équilibre entre les actions qu'on peut proposer sur le long terme, tout ce qui va être mise en place de chaudières biomasse, les plans alimentaires territoriaux aussi, ça demande pas mal d'études et pas mal de concertation, et du coup c'est vrai que ça peut fatiguer un peu les agriculteurs, parce qu'ils ne voient pas forcément l'aboutissement direct, puisque c'est facilement ça va prendre plusieurs années d'études de faire un plan alimentaire territorial ou de la concertation, donc c'est un peu long. Et c'est pour ça qu'à côté, on leur propose par exemple l'accès à ce technicien agricole indépendant qui peuvent contacter, ou des actions qui vont être un peu plus directes et avec lesquelles ils vont voir un peu plus d'efficacité, entre guillemets. Merci. Je voulais peut-être, Françoise, vous solliciter, savoir si de votre côté, concernant une réflexion de territoire par rapport au rôle de corridor que peuvent jouer les haies, est-ce que vous avez été sollicité, est-ce que vous avez pu
finalement participer à certaines réflexions. Tout à fait. Donc, il y a... Pardon. Il y a des plans de corridors qui sont élaborés à différentes échelles. Oh, pardon. Et notamment dans le cadre de la trame verte et bleue. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un ensemble de corridors qui relient ce qu'on appelle des cœurs de biodiversité, donc qui peuvent être des réserves, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux. Et donc ces corridors, donc c'est obligatoire par la loi. Il y a un plan au niveau national de ces corridors qui est décliné au niveau régional, puis au niveau des communautés de communes et ce qui se met en place au niveau des communes. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est dans les plans locaux d'urbanisme, donc les PLU, qu'on met en place cette trame verte et bleue. Et le gros problème, c'est que actuellement, c'est pas vraiment... je veux dire que c'est enfin, les PLU font un plan de corridor, mais qui est généralement pas applicable parce qu'ils ne sont pas zonés comme des zones corridors. Ils peuvent être des zones naturelles corridors, comme des zones agricoles corridors, dans lesquelles, par exemple, on peut imposer des pratiques d'agroécologie. Ça pas forcément des haies, ça peut être aussi des zones où on interdit les pesticides ou des zones où on demande des pratiques plus durables de l'agriculture. Donc, actuellement, pardon, selon les régions et selon les communes, c'est plus ou moins appliqué. Et dans notre région, en fait, les bureaux d'études montrent en général un plan des haies et disent voilà notre réseau de corridors. Mais en fait, c'est pas protégé, donc ça va pas être efficace pour la suite. Marceau ou Mathieu, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Sur cette histoire d'échelle. Ouais, sur cette histoire d'échelle, je pense que c'est quelque chose d'important en fait. Ouais, peut-être moi je voulais réagir avec cette histoire d'échelle à cette histoire d'élevage, parce qu'il y a les animaux qu'on élève pour les manger, mais il y a aussi tous les animaux qui vivent et qu'on ignore, comme les vers de terre, tu vois, les turicules de vers de terre. C'est aussi intéressant que les bousses de vache. Et puis, c'est une histoire d'échelle, parce que le ver de terre, il vit sur 10 cm², d'accord, ok, un peu plus en profondeur, plus ou moins. Mais après, si on dézoome et qu'on regarde d'autres animaux qui ont des capacités de circulation, on a cité les chauves-souris tout à l'heure, elles ne font pas que manger des insectes, en fait, elles les défèquent. Et puis elles meurent aussi sur la parcelle. Donc en fait, ça veut dire qu'elles cyclent complètement. C'est-à-dire que tout ce qu'elles mobilisent, tout ce qu'elles utilisent pour elles-mêmes, elles le rendent. Elles ne font que le faire circuler. Et les oiseaux migrateurs aussi transportent des nutriments, transportent de la biologie. Et que ces échelles, en fait, vous voyez, c'est du microscopique au macroscopique. Et ce qui est fou, c'est que le macro transporte le micro. Et que en fait cette circulation-là, elle doit pas être pensée comme punitive, et que comme la biodiversité, c'est rigolo, je disais ça l'année dernière, je le redis là, c'est comme des barreaux d'une échelle en fait, une échelle. Et s'il y a tous les barreaux d'une échelle, c'est très facile de monter à l'échelle et d'en descendre. Mais s'il vous manque des barreaux, ben, ça fait des trous et ça devient de l'équilibrisme en fait. Et donc, ça revient corroborer totalement ce que tu dis. C'est demi-décision dans l'application de la globalité de l'écosystème dans nos systèmes de culture, égale bordel au carré, quoi. Et alors, en rapport avec ces histoires d'échelle, pourquoi Homo sapiens, l'être humain, voudrait se réemmerder avec des haies partout, quoi? Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Pourquoi il y en avait avant? Pourquoi il y avait des têtards partout? Alors maintenant, on plante des têtards comme un musée. Mais en fait, les têtards, tu le disais, Lucie, il faut en avoir besoin. Si tu en as besoin, t'en plantes. Et pour avoir besoin de quelque chose, il faut avoir conscience de ce que ça peut apporter
Et puis, pas forcément d'en jouir simplement pour soi. Quand on a fait des têtards, ça a élevé des pics prunes, parce qu'en fait, on a taillé trop tard et ça a fait des gros trous dans des arbres qui ont pourri. Et ça a permis à des animaux d'habiter. Mais c'était pas volontaire. Et en fait, le besoin, c'est quelque chose d'important. Et c'est presque... Ça vient corroborer ce qui s'est dit tout au début par l'économiste... ouais, Benjamin. C'est que ça dépend d'où on regarde, en fait. Ça dépend de comment on regarde. Et le besoin peut venir avec la conscience. C'est-à-dire, j'ai conscience que moi, en tant qu'animal omnivore qui a besoin de diversité dans mon alimentation et dans mon lien à l'environnement, j'ai conscience que j'ai ce besoin de diversité et de complexité pour rester en bonne santé et pour que mon écosystème arrive à fonctionner. Et donc, je crée ce paradis en construisant et en mettant des haies, des corridors, en faisant circuler, en regardant encore et encore les grues qui passent et qui nous amènent des choses du Nord et qui viendront déféquer des bactéries quand elles remonteront d'Afrique, des bactéries qui viendront ensemencer notre territoire et faire circuler à grande échelle des micro-organismes qui font que un équilibre s'opère. Parce que l'échelle a tous ses barreaux. Bon, voilà ce que j'ai à dire sur les échelles. Merci Marceau. Mathieu, sur ce passage justement à l'échelle. Je passe toujours en dernier. C'est pas vrai. Moi, je voudrais revenir sur cette notion en fait, de faisabilité. Je pense que un agriculteur, passer à une innovation, quelle qu'elle soit, et l'agroécologie, c'est une innovation, c'est un risque malgré tout. On lui demande de changer de métier quasiment. Et donc la notion, c'est de savoir comment on accompagne ce risque-là pour qu'on ait le maximum d'adhésion. Bon, j'ai bien rigolé. Vous imaginez, si on prend 15 personnes dans la salle là, et qu'on leur dit, en fait, samedi, c'est vous qui allez jouer contre les Blacks. Probablement que ça va être un peu tendu pour certains d'entre vous, et donc il va falloir qu'on les accompagne. Et il y a plein d'accompagnements qu'il va falloir mettre en place pour qu'ils y aillent, pour de vrai. Et je pense que le rôle des pionniers, celui dans les 15 qui va dire « moi j'ai pas peur, je m'en fous, j'y vais », celui-là il va peut-être attirer du monde. Ça on le voit, par exemple dans une CUMA, vous avez 10-15 agriculteurs, il y en a un qui subitement se met à dire « moi je vais passer au semi-direct ». Celui-là, il est hyper important, en fait, parce que lui, il va en attirer un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est souvent, ça fonctionne comme ça. Vous avez des CUMA où ils sont tous avec des pratiques particulières parce qu'ils ont été entraînés par le pionnier. Donc lui, il va falloir vraiment le bichonner. Ils existent et vous êtes parmi vous, il y en a probablement beaucoup. Il y a l'ancien joueur également, celui qui a déjà affronté les Blacks, qui est déjà passé à l'agroécologie. Lui, il va pouvoir dire, ça pique un peu, mais ça passe. Donc il va pouvoir lui aussi convaincre. Il y a les entraîneurs, dont on fait modestement partie, qui va dire, il faudra peut-être que tu joues plutôt comme ça, et que tu arriveras à t'en sortir. Ça, c'est le rôle vraiment des accompagnants. Et puis il va y avoir aussi peut-être les pouvoirs publics qui vont dire, si tu te fais casser la jambe, je serai là, c'est pas grave, je t'accompagnerai. Financièrement, je ne sais pas comment, socialement, je t'accompagne. Enfin, bon, vous avez compris l'idée, en fait. Je pense que ces agriculteurs-là, à qui on demande de changer de métier, de prendre des risques, il faut qu'on les sécurise de partout. Et probablement qu'on manque encore de cohérence, de travailler tous ensemble pour qu'ils y arrivent. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir construire, c'est peut-être ça, en fait, le laboratoire dont on parlait, et c'est un mot en anglais, le Living Labs. C'est peut-être ça en fait qu'il va falloir qu'on fasse, et se mettre tous autour de la table et dire voilà comment on les accompagne et comment on fait qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils y aillent de manière sereine, parce que si on s'attend à ce qu'eux prennent les risques tout seuls, ça risque d'être long et c'est compréhensible. C'est pas si simple que ça. De notre point de vue, vas-y, mets du pâturage, tu verras, ça va marcher, puis je m'en vais. Et mon salaire, il n'est pas directement lié, si, le fait que je travaille dans l'avenir, mais pas directement lié à l'innovation qui met là. Parce que des fois, on est frustré, on dit, non, mais j'amène tout, il ne le fait pas. Et donc, on peut s'énerver. Mais en fait, c'est pas si simple. En fait, il y a vraiment cette notion de risque qu'il faut prendre en compte, je pense. Merci Mathieu. Je voulais juste qu'on termine sur un dernier point quand même sur cette table ronde avant de prendre les questions. On met en place des systèmes très complexes sur les parcelles. Quand on réintègre l'arbre, on réintègre la haie, on réintègre la strate herbacée. On peut souvent avoir la crainte de concurrence. Est-ce que vous pouvez réagir sur ce sujet de la concurrence au sein de l'exploitation ?
Ouais, c'est pour moi. Alors oui, effectivement, il y a des enjeux que l'on appelle de concurrence, c'est-à-dire que quand je sais pas, on met un enherbement spontané dans la vigne, cet enherbement va concurrencer notre vigne. Donc c'est vrai que si on se met sur le plan du producteur et uniquement de la vigne, on voit très fortement ce phénomène de concurrence. Mais de quoi est né l'enherbement et comment il se construit? La question se pose. Un enherbement, quelque chose qui est vert, c'est quelque chose qui fait de la photosynthèse, donc qui récupère des gaz de l'air et de la lumière. Donc quelque chose un peu illimité. Et quand on a des enherbements ou quand on a une plante, quelque chose qui est vert, elle ne fait que mobiliser en fait les éléments minéraux, puisque en fait sauf si vous la mettez dans une vache, mais si vous la mettez pas dans une vache, en fait les éléments minéraux que prennent cette plante, elle la prend, elle l'utilise pour faire la photosynthèse en fait, pour avoir la conductivité nécessaire pour faire circuler l'énergie dans son système. Et après, elle meurt et ces minéraux ils retombent quoi. Donc en fait, ce phénomène même de concurrence et ce même mot de concurrence, je pense qu'on devrait l'abolir d'un système agroécologique. On pourrait parler de mobilisation excessive, mobilisation trop précoce, mobilisation en cours, mais en fait, c'est pas quelque chose qui se perd, c'est quelque chose qui est mobilisé. Donc on voit la concurrence à cet endroit-là. Et effectivement, on est dans des systèmes agricoles où on prend, on prélève, et quand on prélève, on perd des choses. C'est-à-dire qu'on va enlever des minéraux pour manger la production, et la seule problématique qu'il y a, c'est que nos propres déjections, comme on n'est plus des animaux, ne reviennent pas dans les parcelles où on les a extraits. En fait. Vous voyez quoi je veux dire? En fait, on est les seuls animaux à plus cycler du tout nos matières fécales, par exemple. Donc ça, c'est une vraie problématique, parce que ça nous coupe complètement de notre rapport à cette histoire-là de cycle. Concurrence ou concurrence, la question est à se poser. Et alors, pourquoi on en vient à parler de concurrence et pourquoi j'essaye là de faire une petite pirouette? C'est parce que quand on retape un système, il y a toute une phase de transition, et que cette phase de transition, elle est un peu complexe. Effectivement, il y a bien une mobilisation des enherbements qui coince sur la manière dont on a d'alimenter nos plantes. Par exemple, dans ce qui me concerne, quand je parle de viticulture ou d'arboriculture, je parle de plantes pérennes. Et les plantes pérennes, en fait, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles fabriquent du bois, une structure, en fait. Et cette structure, c'est non seulement une manière d'explorer davantage l'espace et de récupérer davantage de lumière et de gaz de l'air, donc davantage de matière, mais en plus aussi une capacité à stocker l'énergie. C'est-à-dire que le bois, c'est un stock énergétique important pour la plante. D'ailleurs, les bourgeons, au printemps, ne se développent que parce que l'énergie stockée dans le bois est rediffusée dans la plante. C'est-à-dire que la plante, elle est même autonome au printemps. Ça lui donne un avantage considérable, imaginez, sur des plantes qui doivent passer par la graine tous les ans ou tous les 2 ans en mettant un peu d'énergie dans une racine et en repartant. Enfin, les plantes annuelles, bisannuelles et les quelques vivaces, sont quand même bien moins avantagées que les plantes pérennes. Donc là, sur les plantes pérennes, il y a quelque chose d'un peu magique, c'est qu'on n'est pas obligé de détruire systématiquement pour arriver à stocker l'énergie. C'est simplement la question qui se pose, c'est qui récupère l'énergie? Après, il y a ce stock. Et le stock, c'est pas quelque chose que l'on doit utiliser à tout prix. C'est-à-dire qu'une plante comme un arbre, elle va pas tous les ans déstocker à 100% ce qu'il a stocké l'année d'avant. Il garde toujours un stock qu'il n'utilise pas. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment très important, dont parle Olivier Amand justement dans son bouquin sur la robustesse, parce que ce stock non utilisé, c'est à la fois une capacité d'être robuste par rapport à l'environnement, mais également une capacité à la résilience. C'est-à-dire que si vous avez un choc, une problématique et que vous devez régénérer et relancer le système, si vous avez un stock, ça fonctionne. Le stock, il est dans la plante, mais il peut être dans le sol. Donc en fait, cette histoire de mobilisation et de concurrence, c'est aussi parce qu'on est dans des systèmes, soit qu'on cherche à faire tourner plus vite que ce qu'ils sont capables de faire, soit parce qu'on est dans une phase où on retape le système pour arriver à avoir un équilibre. Et ça vient, retoucher un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur comment on peut comparer les territoires. Je veux dire, comment on peut demander la même quantité de quintaux à l'hectare dans un sol granitique que dans une vallée alluvionnaire, quoi. En fait, et acheter le blé le même prix, quoi.
En fait, c'est complètement fou. Comment on peut encore trouver une bouteille de vin du Pyrénées oriental qu'on achète 20 € cher et acheter une bouteille de champagne 40 € et qu'on trouve pas cher, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes conditions. C'est extrêmement injuste, en fait, cette histoire. Extrêmement injuste. Et donc, effectivement, bon, histoire de stock et de concurrence, pour moi, c'est juste une histoire de transition et de savoir si on roule à la vitesse autorisée ou si on essaye toujours de rouler un peu plus vite que la vitesse autorisée. Il faut gérer la batterie auxiliaire, quoi. On y reviendra cet après-midi, en tout cas, ça fera partie des discussions qu'on va aborder en long et en large avec Claire Chenu et la table ronde de cet après-midi. Il est temps de vous laisser la parole. Du coup, on va refaire circuler 1 ou 2 micros dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vois déjà que notre ami naturaliste a relevé la main. Ici, là, juste en bout de rang, par ici. Merci Guy. Et on a reçu aussi pas mal de questions sur l'application que Marie-Pierre pourra poser. Allez-y. Alors déjà, je suis très heureux d'avoir écouté et entendu un Catalan parler un peu de son pays, ça fait plaisir. Moi, je suis du département voisin, avec une affection pour la Méditerranée. Et je voudrais un peu faire une question qui va peut-être synthétiser un peu les débats. C'est est-ce que l'avenir de l'agroécologie n'est-il pas coopératif ? Un exemple. Je suis allé au Maroc au mois de mars et les systèmes agricoles marocains sont assez avancés sur la mutualisation des cultures. Sous les oliviers, ils font pousser des fèves et avant d'avoir fait pousser des fèves, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait parcourir les cultures par des troupeaux, mais pas à n'importe quel moment, notamment en période automnale. Pourquoi ? Parce que les pluies méditerranéennes sont plus intenses en période automnale. Donc ils ont profité d'une poussée de végétation pour faire pâturer, ça a fumé les sols, ensuite ils ont ensemencé avec des fèves qu'ils ont récoltées et ça a nourri l'oliveraie qui était au-dessus. Je pense que c'est des systèmes qui sont intéressants à aller étudier dans l'avenir, dans le cadre d'une méditerranéisation qui va se faire de plus en plus intense sur le territoire et notamment dans le sud-ouest de la France. Bon, si c'est pour moi, du coup, je ne suis pas totalement catalan, parce que je suis que de première génération, donc c'est qu'au bout de la 8e, donc je suis encore loin. Non, mais vous avez évidemment raison. Je pense juste qu'il faut faire attention au vocabulaire qu'on va employer, parce que en fait, c'est l'agriculture d'il y a 60 ans qui était déjà un petit peu comme ça. Moi, pour mon expérience personnelle, jusqu'à 2017, en fait, je ne parlais pas du tout d'arbres dans mes formations, parce que voilà, j'en avais pas l'intérêt. Et en fait, c'est en 2017, j'ai eu un moment choc. En fait, il en faut de temps en temps. Et j'ai un éleveur qui était dans une zone très séchante, presque un gosse, et qui m'a appelé et qui me dit voilà, moi, tous les ans, mes prairies produisent de moins en moins. J'ai des sécheresses impossibles. Et il me demande mais qu'est-ce que je dois faire ? Et là, j'ai été obligé de répondre ben, je ne sais pas. En fait. Et c'est justement parce que c'est ce que je n'ai pas su que j'ai commencé à réfléchir. Et du coup, l'arbre est devenu une évidence. Je dis ben, évidemment, si on ne met pas des parasols au-dessus de ces prairies, c'est mort. On n'y arrivera pas. Et depuis 2017, ben voilà, j'ai progressé moi-même dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, la plupart des formations que je fais, je les fais en binôme avec Alain Canet, spécialiste d'agroforesterie, parce que l'un ne va plus sans l'autre aujourd'hui. Et effectivement, comme j'ai déjà décliné, à partir du moment où on met de l'arbre, on met du fruitier, on met des abeilles, on met plein de choses, et ça devient cohérent, ça devient... En fait, la nature nous le montre partout, en fait. C'est la diversité et en quelque sorte le bordel qui fait que ça tient à l'équilibre. Donc à partir du moment où on veut être monoculteur, de toute façon, on s'expose à des graves difficultés. C'est évidemment mon point de vue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, tout au fond. On ne vous voit pas, mais n'hésitez pas à vous présenter. Ouais, juste là. Ah, pardon, et il y en a une devant. Donc d'abord Jacques, et ensuite on prend la vôtre, donc tout au fond. Juste une remarque. Mathieu dit l'agroécologie, il faut changer de métier, et puis il faut accompagner les gens. Alors, à mon âge, on a déjà vu les agriculteurs changer de métier dans les années 60, quand on leur a dit de passer à ce qui s'appelle l'agriculture conventionnelle. Ça a été assez rude. Mais à l'époque, il y avait l'encadrement agricole avec les chambres d'agriculture et des conseillers qui étaient gratuits. Et donc là, personne n'a parlé des chambres d'agriculture. Personne ne parle d'un encadrement agricole qui serait là. Et là, il y a peut-être une question à se poser, quoi. C'est vrai que si on veut faire une transition, ben, il faut aider, mais ça a existé dans le passé et ça n'existe plus guère. Est-ce que vous avez
pouvoir réagir là-dessus. Oui, c'est vrai. Après, ce sont des choix politiques. Et voilà. Alors, on a Joël Labbé dans la salle si, qui nous en parlera ce soir. Moi, je veux bien dire quelque chose. C'est que il y a quelque temps, on avait un ministre de l'Agriculture qui s'appelle Stéphane Le Foll, qui avait commencé quand même à réfléchir ces choses-là et à poser ces choses-là, à ancrer l'agroécologie. Enfin, je veux dire, si on le voit marqué partout maintenant, on peut se dire que Stéphane Le Foll n'y est pas pour rien quand même. C'est-à-dire que effectivement, si ça a fait partie d'un programme politique à un moment donné, mais ça a été extrêmement violent pour lui. Hein. Ce qu'il a reçu derrière comme retour. Et donc, c'est pas évident de transformer ça. On voit ça aussi dans l'enseignement, parce qu'on peut parler de chambre d'agriculture, mais l'enseignement, c'est la même chose. Et vous voyez que c'est compliqué, parce que l'enseignement, quand on a une carrière d'enseignant, on enseigne 40 ans, peut-être un peu plus même, 40 ans, quoi, imaginez. Et ça veut dire que l'enseignant lui-même doit évoluer en même temps qu'évolue le système, quoi. Comme un peu, enfin d'ailleurs tout le système, puisque c'est finalement, tout doit évoluer en même temps. Si on reste figé, on est dépassé. Et en fait, il y a cet enjeu-là, et c'est la même chose pour les gens des chambres d'agriculture, ou même pour les instituts de recherche. C'est qu'en fait, quand on rentre dans un institut de recherche, si on n'est pas dans une dynamique d'évolution des savoirs, en fait, ça pose problème. Donc ce serait peut-être comme... un paradigme de changer notre manière de voir la carrière. C'est-à-dire, on fait des études et puis après, c'est bon, c'est fini. Non, en fait, si on voyait l'évolution tout au long de la vie, on se permettrait d'avoir des gens capables de se transformer au fur et à mesure des choses qui leur viennent. Ou alors, sinon, il faut décider d'arrêter d'enseigner et d'être dans une autre phase d'accompagnement. Si je peux me permettre, moi j'avais fait une enquête pour le Nouvel Obs sur un hors-série qui traitait de l'agriculture à 2050. Et dans mon enquête, j'avais été rencontrer des vignerons, interroger pas mal d'experts, et j'avais la sensation qu'il y a énormément d'outils de pilotage, de monitoring, d'anticipation qui existent. Et c'est au niveau justement de l'accompagnement plus terrain que j'avais la sensation, alors c'est un point de vue de journaliste, hein, il vaut ce qu'il vaut, et je sais pas, voilà, je suis pas une professionnelle, mais qu'il y avait un manque d'accompagnement et d'anticipation du monde dans lequel on allait en vivre en fait. Et ça m'a paru assez flagrant. On évoquait la Guadeloupe tout à l'heure. J'ai pu aller former des journalistes en Martinique, Guadeloupe, Guyane en début d'année, et j'ai été affolée de voir à quel point il y a un énorme souci à ce niveau-là en termes d'accompagnement et d'anticipation des conditions climatiques à venir. Bref, parenthèse fermée, il y a une question tout en haut. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Bonjour. Daniel, potentiel futur agriculteur. J'ai une question pratique. On parle beaucoup de vignes, mais on sait aussi que beaucoup de vignes vont être arrachées. Donc, sur une parcelle où on repartirait de zéro, par exemple 6 hectares de vignes arrachées, donc un sol qu'on peut qualifier d'abîmé, en combien de temps, en comptant les échecs et les rééquilibrages, on peut arriver à un système équilibré et cohérent? Alors, un siècle dans la salle, on nous dit. Que nous disent nos experts ici? Si vous habitez à Perpignan, que vous laissez faire la nature, peut-être jamais. J'ai l'impression que, vous savez, on nous dit en France, quand vous laissez un sol nu, il redevient de la forêt. J'ai l'impression qu'à Perpignan, il ne redevient pas de la forêt, il s'enfonce dans le désert. Ou alors, en tout cas, ce n'est pas à échelle humaine que ça reviendra. Si vous laissez l'enherbement spontané, mais que vous le travaillez un peu, peut-être vous le pâturez pas, mais en tout cas, vous le laissez s'exprimer du mieux possible et vous essayez de l'entretenir. C'est du ressenti, hein, ce que je dis. Il faudra laisser parler les autres. Je pense qu'il vous faudra le même temps que ce qu'il a fallu pour le dégrader. Ce qui est assez logique, hein, finalement. Donc peut-être 30, 40, 50 ans, probablement. Si vous commencez à avoir une agriculture vraiment qu'on pourrait appeler de régénération, et que vous commencez à semer des couverts, à vraiment les remettre au sol quand il faut, et vraiment commencer à avoir une dynamique, planter des arbres, etc., ça, c'est plutôt les spécialistes du sol qui nous le disent. L'âge moyen de la matière organique qui va se dégrader, enfin de la matière organique labile, c'est-à-dire la plus facile à dégrader, l'âge moyen de ce qui va se dégrader cette année, ça a 15 ans. Donc le résultat de la fertilité de 2025, c'est les 15 dernières années de pratique. Donc il vous faudra déjà 15 ans de très bonnes pratiques pour arriver à quelque chose de performant. Ça, c'est dans une version voilà, assez soft malgré tout, mais vraiment d'agroécologie investie.
Et après, on commence à avoir des méthodes qui nous permettent d'espérer être beaucoup plus rapides, mais moi, de mon côté, je suis encore un peu mal à l'aise pour en parler parce que je n'ai pas suffisamment testé sur le terrain. Mais par exemple, si vous avez la capacité d'amener des grandes quantités de broyades de déchets verts, vous semez des couverts encore, vous mettez des ferments lactiques pour aider à digérer tout ça, etc., probablement qu'on va... on nous vend aujourd'hui, mais encore une fois, moi j'ai besoin de le tester un peu plus pour être affirmatif à 100%, on nous vend des choses à moins de 5 ans. Et c'est ce qu'il faudrait en fait, parce que là au moins c'est pas, on ne travaille pas pour la génération d'après. Bon, tout ça c'est à tester encore, je pense, mais on travaille tous dans ce sens parce que c'est un enjeu majeur effectivement. Mais en tout cas, voilà, là encore c'est probablement infaisable pour la plupart. C'est-à-dire que 300 tonnes de déchets verts à l'hectare, c'est 300 camions. Ça devient un sacré boulot malgré tout. Et puis un sacré appauvrissement de l'endroit où on a prélevé la matière. En fait, avec le pétrole, on peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'on peut aller très très vite. Hein. Si on a vraiment des gros camions, des gros broyeurs, et qu'on va chercher la matière ailleurs et qu'on la remet dans notre parcelle, ça accélère bien. Hein. Avec le pétrole, on peut arriver à faire tourner notre système à bien plus que sa vitesse maximale. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Et c'est ça qui a dégradé notre système. Réagrader le sol, ça signifie aussi quoi en fait? Ça signifie le faire tourner à sa vitesse optimale ou ça signifie le faire tourner à une vitesse qui permet de cultiver une plante qui accepte cette vitesse-là? Parce qu'en fait, il y a tout type de plantes. Il y a des plantes qui supportent des choses beaucoup plus difficiles et des plantes qui supportent des choses pas du tout des choses difficiles. Enfin, je veux dire, si on se met à cultiver du maïs partout, ça va être très compliqué parce que c'est extrêmement exigeant. Alors que sur des plantes pérennes, par exemple, on peut arriver à trouver... Enfin, je veux dire, s'il y a des pommiers en Bretagne sur les sols granitiques, c'est parce qu'en fait, ça arrive à faire pas mal avec pas grand-chose, en fait. Donc, il y a la question de la culture que l'on met pour l'endroit où on le met. Et puis, juste pour... parce que je rejoins complètement Mathieu, mais une chose importante, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir détruit les sols quand on a fait de la viticulture. C'est-à-dire que oui, peut-être il y aura un peu de cuivre, mais des fois, c'est pas systématiquement bloquant. Et on peut arriver, et on le sait maintenant, puisque ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années qu'on le voit, c'est qu'on peut arriver à aggrader les sols en cultivant de la vigne, en fait. Ou en cultivant des arbres, ou en cultivant... Alors, peut-être un peu moins facile, je pense, sur les plantes que l'on doit semer tous les ans, ou les plantes que l'on doit semer tous les 2 ans. Enfin, là, c'est un peu plus difficile, puisqu'en fait, pour créer la condition de levée de dormance, on est obligé un peu de les mettre un peu dans des conditions infavorables et donc du coup de venir intervenir. Mais sur les plantes pérennes, comme la vigne, oui, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on ait eu besoin de détruire les sols pour cultiver une plante pérenne. Ça, c'est pas vraiment normal en fait. Vous voulez ajouter quelque chose ou je repasse la parole à la salle? Alors il y a une question devant et il y en a une par ici aussi et 2 par là. Dans cette allée là, sur ma gauche. Peut-être que le temps que le micro arrive, je peux en poser rapidement une qui était arrivée sur l'application concernant le choix des cultures. Peut-être Lucie, je ne sais pas. Est-ce que certains agriculteurs réfléchissent à la mise en place de céréales liées à la construction aussi, a priori? Il y a des points de blocage liés au transport pour de tels usages. Est-ce que vous, l'idée du chanvre ou du lin, par exemple, c'est des choses que vous aviez envisagées ou pas? Alors, pas sur la ferme à proprement parler. Par contre, j'ai une collègue animatrice agricole sur la communauté de communes de la Plaine des Trés, donc juste la communauté commune voisine, qui est en train de développer une filière locale chanvre. Mais c'est pareil, ça prend un peu de temps parce qu'il faut monter en compétence le groupe d'agriculteurs qui souhaitent se tourner vers ces nouvelles pratiques et en même temps monter la filière. Et toute la difficulté dans le montage de nouvelles filières, c'est de ne pas surproduire d'un coup beaucoup de chanvre. Et finalement, alors que la filière n'est pas encore construite, il faut monter les 2 en même temps. Et c'est vrai que ça, c'est des difficultés. Avoir bien la connaissance du montage de la filière avec les coopératives ou les personnes qui souhaitent suivre les agriculteurs sur ces projets. Et après, pour le lin, sur le territoire, il y a déjà pas mal de production de lin, mais c'est plutôt... à échelle vraiment industrielle pour tout ce qui va être textile avec la coopérative, notamment l'In 2000. Alors, dans la salle, Marina, oui, allez-y.
Donc bonjour, Céline Vachon de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais revenir sur la notion d'accompagnement qui a été abordée tout à l'heure. Alors en fait, il y a pas mal de démarches d'accompagnement qui sont en place autour de l'agroécologie. Je peux citer plusieurs exemples et justement l'intérêt en fait de s'associer entre acteurs autour de ça. Donc il y a tous les collectifs d'agriculteurs et vous avez cité monsieur notamment Stéphane Le Foll qui avait insufflé cette dynamique justement des GI2E. Donc il y a beaucoup de collectifs justement sur la région qui travaillent là-dessus et qui sont accompagnés alors, par des chambres, par des coopératives, par d'autres associations, par des CUMA, etc. Justement pour travailler ensemble, et vous l'avez souligné, l'intérêt des pionniers et de ceux qui vont tester et faire des retours d'expérience. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui méritent d'être partagées. Donc justement, on essaie de travailler sur un meilleur accès à toutes ces expériences en fait qui ont été réalisées. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui sont vraiment plus ancrés dans la durée. Donc, moi-même, je pilote un projet, on est en collaboration avec une trentaine de partenaires sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie pour déployer les couverts végétaux. Donc, justement, pour apporter des solutions, comment on fait pour déployer cette mesure, cette pratique qu'on sait bénéfique, mais qu'il ne faut pas déployer non plus n'importe comment, comme vous avez pu le souligner. Et puis, il y a aussi d'autres projets sur l'agroforesterie où c'est pareil. En fait, je dirais que vraiment le partenariat est important pour qu'on avance tous dans le même sens. Donc voilà, c'était juste pour souligner cette partie-là et je vous remercie. Oui, juste pour valider, il y a heureusement beaucoup d'initiatives et qui sont bonnes. Les GI2E ont permis vraiment une impulsion et de faire connaître, comme disait Marceau, l'agroécologie à beaucoup de monde. Moi, j'ai un petit peu l'impression que le système a vraiment été bénéfique et que peut-être que là, maintenant, il faudrait passer à l'option 2. Alors, je n'ai pas l'option 2, mais j'ai l'impression que maintenant, il faut changer d'échelle pour accélérer un petit peu. Et je dis ça sans avoir aucune idée de réellement comment il faudrait s'y prendre. Mais il y a plein de bonnes initiatives partout. Et on a un peu l'impression qu'il faudrait maintenant qu'elles se connectent pour passer à l'étape d'après. Et effectivement, il y aura de toute façon besoin de tout le monde. Et le rôle des chambres ne doit pas être oublié parce que les chambres accompagnent énormément de GI2E. Il y a des bonnes choses partout. Il faut évidemment sortir de toutes les guerres de clochers dans tous les sens. Et c'est probablement comme ça qu'on arrivera à quelque chose de très intelligent. Il y a une histoire de mesure aussi, je crois, parce que en fait, quand on disait ça tout à l'heure, évidemment, on travaille. Moi, je travaille avec les chambres d'agriculture et avec des gens passionnants, et on travaille, on se débat pour essayer de faire en sorte d'accompagner correctement, quoi, et avec ce qu'on sait faire. Mais c'est des histoires d'échelle, parce que à l'époque du remembrement, quand on a choisi de remembrer, en fait, c'était collectif et global, hein, et c'était coercitif. Si tu voulais pas, ça se passait pas bien, quoi. Et donc, on n'a pas remembré, on a fait plutôt démembrer. Et donc la question sur un réel remembrement, ça serait quoi en fait si on ne doit pas passer par le système coercitif, parce que moi je ne suis pas vraiment pour passer par le système coercitif, mais c'est peut-être la question qu'on devrait se poser. C'est une histoire d'échelle, c'est-à-dire que pour l'instant, moi je pense que par rapport aux enjeux, en tout cas c'est ce que je sens, c'est qu'on est beaucoup trop pudique en fait dans la manière de proposer. C'est-à-dire que les agriculteurs qui font partie des GI2E, c'est déjà des gens volontaires, déjà des gens engagés. Et la question, c'est pas tant de faire de l'entre-soi encore, c'est d'embarquer le collectif général vers un changement de paradigme. Et ce qui a été fait à la sortie de la guerre avec l'avènement de l'agriculture reproductiviste. Donc ça, on est vraiment sur des échelles complètement différentes. Et c'est pas une question de volonté individuelle, c'est une question collective. Et ça a déjà été dit, que effectivement, si on ne réfléchit pas collectivement à cette cause commune, enfin collectivement en collaboration générale à cette cause commune, en fait, on va encore parler entre convaincus. En fait, c'est ça qui pose problème. Une deuxième question à côté de Marina. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Merlin, je suis animateur et je fais de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et donc je représente un collectif qui s'appelle Néotopia et en fait on a pour projet justement de créer un centre autour de la transition écologique. Et ma question, là par exemple il y a un projet qui est au Bénin qui s'appelle le projet Songhai. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent le connaître ici. En fait c'est un ingénieur nigérian qui a créé en fait une ferme agroécologique modèle qui aujourd'hui est en train de devenir en fait une espèce d'école pionnière de l'agroécologie en Afrique où viennent se former en fait tous les ingénieurs africains. Et vraiment, il y a quelque chose de fort qui est en train de se créer là-bas. Et en fait, moi, la question, est-ce qu'il existe en France une ferme, un modèle, un centre
autour de l'agroécologie, qui serait à la pointe de l'agroécologie et qui pourrait servir justement de faire modèle de centre de formation qui pourrait justement aider à faire rayonner toutes ces idées-là. Voilà. Et si nous, on veut se faire accompagner pour créer ce centre, par exemple, j'ose poser la question, comment est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'il existe vraiment un centre en France qui permettrait de centraliser tout ça et de porter justement toute cette vision et donc toute la question de la recherche et du développement de tout ce qui est à la pointe de l'agroécologie en France. Voilà. Oui, moi je voulais dire que du côté recherche, il y a une ferme expérimentale qui dépend de l'INRAE de Dijon et où ils font donc à la fois de la recherche et des essais systèmes et de la formation. Donc c'est une initiative assez intéressante parce qu'ils font vraiment ça à l'échelle d'une exploitation. Je vais juste rebondir aussi sur le fait qu'à Carboé, on est en train de mettre en place des espaces qui sont des espaces tests pour le maraîchage, qui serviront de lieu d'essai, de formation, justement pour accompagner, pour montrer ce qui est possible de faire et comment. Historiquement, c'est rigolo parce que l'agroécologie, moi, la première personne dans laquelle j'ai entendu de sa bouche le terme agroécologie, c'est Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi, feu Pierre Rabhi, qui faisait partie d'un collectif qui a créé une ferme qui s'appelle les Amanins, sur lequel il y avait des formations de l'accompagnement. Mais en fait, cette ferme des Amanins, c'est vraiment disséminé partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre agroécologique qui peut répondre à tout. Il y a des centres agroécologiques sur le territoire et il y en a un peu partout sur le territoire. Et ça reste souvent associatif et souvent un peu plus ou moins efficace dans le temps, parce que ça reste, comme tous les systèmes associatifs, basé sur beaucoup d'énergie bénévole, et donc ça fait des hauts et des bas. Mais est-ce qu'il y a un centre national d'agroécologie? Même s'il y a des associations qui s'appellent comme ça, on ne peut pas dire ça. Si je devais citer quelque chose, moi, d'avancer comme support, en tout cas au niveau technique, pas au niveau pratique, mais au niveau technique de proposition et de réseau, c'est pour moi une des plus belles histoires qu'on a racontées des 40-50 dernières années, c'est Vers de Terre Production. La chaîne vidéo Vers de Terre Production qui a mis en libre de droit des savoirs, qui a filmé, qui a mis sur YouTube en libre de droit, sans publicité, des savoirs qui sont offertes à la société et en filmant tout type d'agriculteurs, tout type de système, avec quand même un objectif de progression, de compréhension. Et donc, si je dois citer quelque chose, j'aurais tendance à dire national, c'est ça. Juste une petite question là de la salle où on souhaitait savoir où se situait cette ferme de l'INRAE. À Dijon. À Dijon, mais... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais ça dépend du centre INRAE de Dijon. Google devrait... Bon, il y a débat. C'est pas Novasol. Novasol, c'est un bureau d'études. Non, c'est pas Novasol, c'est la ferme expérimentale du Fresnay, effectivement, c'est ça. Et c'est un peu au sud de Dijon, et il y a notamment une UMR d'agroécologie à Dijon qui bosse là-dessus. Ouais. Voilà. Pardon pour l'intervention. Non, merci. Au moins, on a l'information. J'espère que ça répond à vos questions. Il y avait d'autres questions, je crois, dans la salle. Ici. Et là, je ne vous vois pas, mais je vois un bras bouger derrière le spot de lumière. Donc voilà, et on en a peut-être encore aussi en ligne. Alors, allez-y, super. Bonjour, alors maraîcher en reconversion, on est toute une classe là. J'ai une petite question concernant l'élevage. On connaît la semelle de labour avec un tracteur et on entend parler de semelle de labour suite au pâturage. Est-ce qu'il y a des vérités? Est-ce que ce sont des vues de l'esprit? Et si c'est des réalités, comment les comprendre et comment les gérer? Alors c'est une réalité, ce ne sera pas une semelle de labour mais plutôt une couche de battance qu'on va créer. C'est surtout dans les 5 premiers centimètres qu'on risque d'avoir de la compaction. Alors ça peut être plus violent mais il faudrait vraiment abuser un peu, c'est-à-dire avoir des grosses vaches pendant 15 jours sous la pluie dans une parcelle. Là on ferait vraiment n'importe quoi, mais je ne crois pas que ça vienne à l'idée de grand monde.
Il y a ce risque-là, effectivement, qui va être accru sur les sols plutôt à tendance limoneuse parce que la battance va se développer encore un petit peu mieux. Alors on a tendance à penser que les brebis, par exemple, sont pas assez lourdes pour compacter. Mais en fait, le sabot de la brebis, qui est deux petites pointes qui se déplacent sur des sols limoneux, peut faire des dégâts pas énormes, mais en tout cas, ça peut être problématique. Et derrière, poser des problèmes d'infiltration d'eau et puis même de porosité. Sur les bovins, évidemment, il y a 150 kg sous chaque sabot à peu près, donc ça peut poser des problèmes. Donc, la première chose, c'est bien sûr le risque de compaction sont bien plus importants quand le sol est humide. Donc il faut faire très très attention dans ces cas-là. Et ensuite, comment nous on règle ce problème-là? Alors on ne le réglera jamais totalement, mais il y a une façon contre-intuitive de le régler, c'est-à-dire que quand il y a un risque de piétinement, on a tendance à vouloir donner des grandes parcelles aux animaux pour qu'ils aient de la place et qu'il y ait moins d'impact. En fait, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que plus la parcelle est grande, plus il y a de nombre de pas, plus ils bougent dans tous les sens, et donc plus on compacte. Et en plus, si on a une grande parcelle, ils vont rester longtemps dessus si on veut manger toute la biomasse, donc c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En fait, nous, on fait l'inverse, on fait les plus petites parcelles possibles, donc avec des fortes concentrations instantanées, mais du coup qui vont rester pas longtemps. Et c'est notre façon de nous en sortir. Alors en vigne, ça peut poser des problèmes de clôture et d'aménagement pour l'abreuvement, par exemple, etc. Mais voilà comment on s'en sort. Donc en fait, en faisant des petites parcelles et en tournant régulièrement, alors quand je dis tourner régulièrement, enfin changer de parcelle régulièrement, il faudrait être capable sur des zones vraiment très fragiles de changer de parcelle 2 fois par jour. Ça c'est l'idéal. Et si vous ne faites pas parce que c'est trop contraignant, au moins 1 fois par jour. Si vous allez à 2 fois par jour, là vous commencez à prendre des risques importants. Voilà, et donc ça nous permet d'améliorer. Et puis il y a des situations où quand il pleut vraiment sur des sols très argileux, même en faisant comme ça ne fonctionne pas. Et là il faut arrêter de pâturer, il faut trouver des zones refuge, moi c'est ce que j'appelle des parcelles parking, où on peut les stationner, des zones qui seraient plus sableuses ou de moindre intérêt, qui nous permettraient de passer ces événements-là sans trop abîmer la parcelle. Autre question? Oui. Ah oui, là-bas. Pardon, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Papen Ndiaye, je suis doctorant en économie à l'INRAE, à l'UMR-SAB, Santé Agroécologie du Vignoble. Et je travaille sur l'évaluation des services écosystémiques en vitiforesterie. Alors, lors de la présentation de Françoise, donc, j'ai noté que la présence, par exemple, l'abondance des auxiliaires de culture, donc, peut avoir un effet sur la quantité de pesticides qui sont utilisés. Maintenant, ma question, c'était est-ce que cette régulation naturelle peut remplacer en gros l'utilisation de certains pesticides? Si oui, est-ce que cela peut avoir un effet sur le coût donc, des intrants au niveau parcellaire pour les viticulteurs? Oui, je pense qu'il y a un effet important, notamment ce que j'ai montré avec le psylle du poirier, en fait, ces haies composites sont mises en place par la profession et ça leur a permis de réduire considérablement l'utilisation de pesticides. Et autrement, ce qui est important de savoir, c'est quand on avait des bocages denses, en fait, on n'avait jamais de pullulation de pucerons parce qu'on avait suffisamment d'auxiliaires présents, donc les cirfes, les coccinelles, les carabes, pour réguler les pullulations de pucerons. Donc effectivement, oui, ça a un effet. Et un autre exemple, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les beetles banks, c'est-à-dire des bandes à carabes, c'est-à-dire des bandes enherbées permanentes qui redécoupent les grands champs de céréales, par exemple. Et ça, c'est utilisé beaucoup en Angleterre et en Suisse. On met ces bandes tous les 150 mètres. Ça permet donc les carabes vont se passer l'hiver dans ces bandes et se redéploient dans la culture. Ils peuvent aller jusqu'à 60-80 mètres. Donc ils recouvrent l'ensemble de la culture et ça permet donc vraiment de pouvoir diminuer l'utilisation des pesticides. Merci. Dernière question que l'on peut prendre parce qu'après il faut qu'on s'arrête. Elle était là, non? Il est toujours là votre question? Parce qu'après on va aller manger.
Vous devez avoir faim, on n'a pas fait de pause ce matin. Non, il n'y a pas de micro Si, juste... j'en ai un. Ah, pardon. Ah bon, d'accord, donc elle est là la question. Oui, Okay. Pardon, excusez-moi. J'avais une question concernant l'agroforesterie syntropique. Enfin, je ne sais pas si c'est la parole de Mathieu Bessières qui m'a fait penser aussi à ça, sur le fait de tout planter en même temps. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Rapidement. Mais on pourrait revenir cet après-midi. En fait, moi je veux bien dire quelque chose, parce que c'est intéressant, c'est que l'agriculture synanthropique, ça prend comme partie d'optimiser, de maximiser la photosynthèse récupérée, en faisant en sorte d'inonder complètement le milieu de plantes, et puis de venir utiliser les plantes pour continuer à faire fonctionner le système, tout en conservant les plantes qui nous permettent de nous alimenter. C'est une bonne manière de faire, c'est une manière de créer une jungle, et on pourrait penser que créer une jungle dans un désert, ce serait peut-être une bonne manière d'empêcher le désert de progresser. Planter beaucoup, c'est quand même complexe, parce qu'en fait, là où je suis partagé et là où ça me ramène sur cette histoire de régénération spontanée, c'est que planter beaucoup, ça peut être une source pour des graines et pour de la diffusion, mais ça peut pas être quelque chose qui doit se reproduire partout, parce que quand on plante un végétal, ça fait pas du tout la même chose que quand il germe sur place pour des bonnes raisons, pour les raisons qui appartiennent à cette espèce-là. Donc planter, même c'est nécessaire pour moi pour réensemencer. Imaginez comment le frêne va arriver à germer en plein milieu de la plaine de la Beauce. Si tu n'en mets pas un tous les 300 mètres, ça va mettre du temps. Alors que assister la régénération en mettant des arbres régulièrement, de façon à ce que le moindre grain de pollen soit arrêté, que la moindre graine soit arrêtée, que les oiseaux puissent venir déféquer les baies qu'ils aient mangées, de façon à ce que ça se ressème, on arriverait à accélérer le processus. Donc l'agriculture synanthropique, c'est un super truc, je pense, de jardinier à essayer, à expérimenter, mais sur des très grandes échelles, je pense que c'est complexe, parce qu'arriver à planter autant de choses au même moment sur des très grandes échelles, c'est très compliqué. Comme d'ailleurs ramener... c'est rigolo parce que ça me fait penser au bois. Alors on met du BRF et on pense que c'est... Allez, c'est super le BRF. Mais le BRF, vous imaginez le nombre d'arbres qu'il faut pour faire un mètre cube de BRF? C'est gigantesque en fait. Donc produire in situ la matière et la recycler. Et en fait, c'est ça la base de la synanthropie. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est produire la matière qui va retaper le système sur l'endroit à retaper. Merci beaucoup à tous les 4, tous les 5, avec Marie-Pierre. Merci.